Sur ces images, ce n'est pas moi, c'est mon jumeau. Enfin, c'était mon jumeau, mon frère Charlie. Il nous a quittés il y a 2 ans déjà. Je me souviens, on nous parlait parfois de contamination par le sang suite à l'échange de seringues. Mais qui aurait pu penser que Charlie trouve la mort chez le coiffeur? Ce jour-là, une coupe impeccable, oui. Du style, beaucoup. Mais surtout un rasoir souillé par le sang d'un client contaminé. Des négligences, une lame non changée. Les premiers symptômes du VIH sont très vite arrivés. Alors, il est important d'exiger du matériel stérile et à usage unique. Toujours, tout le temps. Il ne faut pas avoir peur d'être exigeant pour la santé de tous. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé, ravi de vous retrouver ce soir. Qui a dit que la santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, c'est une joie intérieure que nous devrions ressentir tout le temps. Un état de bien-être positif. Point de citation. L'indo-américain Chopra Deepak. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, nous allons traiter des cancers du sang ou cancers hématologiques. On en parle au pluriel parce qu'il en existe plusieurs variétés. Ce soir donc, pour répondre à nos questions sur les cancers hématologiques, nous avons invité sur ce plateau de Carrefour Santé l'éminent professeur d'hématologie Alexis Elira Dokekias. Bonjour professeur. Bonjour Patrice. Professeur, vous êtes un habitué de ce plateau, donc on ne vous présente plus aux téléspectateurs. Mais, déontologie oblige, je vous laisse quand même le soin de vous présenter aux nouveaux téléspectateurs. Merci Patrice. Je suis professeur Alexis Elira Dokekias. Je suis spécialiste des maladies du sang et spécialiste en médecine interne. Je suis donc chef du service d'hématologie au CHU de Brazzaville. Je suis directeur du diplôme d'études spécialisées en hématologie à la faculté des sciences de la santé au niveau de l'université Marie-Ngouabi. Et j'exerce les fonctions de directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso. Très bien. Alors, professeur, le cancer du sang, qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi parle-t-on des cancers hématologiques? Bien, merci. Je pense qu'avant tout propos, je dois quand même ici exprimer toute notre gratitude envers Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, comme si vous le savez, est engagée dans la lutte contre les maladies chroniques. Et parmi ces maladies, vous connaissez, il y a des maladies aiguës comme le paludisme, des maladies comme le problème du VIH-Sida, le problème de la santé de la mère et de l'enfant, et surtout dans le cas de la lutte contre les cancers. Et je crois qu'elle a prouvé par sa générosité des actions entreprises, notamment en conduisant beaucoup de choses dans le cas de la chaîne des espoirs, qui permettent de soulager beaucoup de patients qui ont des problèmes de maladies chroniques. Le deuxième hommage et la reconnaissance que je dois rendre, c'est envers mon maître, le professeur Charles Gombe Mbalawa. Vous savez, le professeur Charles Gombe Mbalawa est un éminent professeur émérite qui a contribué dans le cadre de la lutte contre le cancer en Afrique et qui a eu donc à contribuer de beaucoup pour l'explosion de la lutte contre le cancer dans notre pays, le Congo. Alors, pour revenir sur votre question, les cancers hématologiques, ce sont donc des variétés de cancers qui touchent le sang et les organes dérivés. Alors, vous savez que le sang est un tissu qui est fluide, qui est visqueux, qui coule dans les artères et les veines, qui nourrit tous les tissus humains. Et par conséquent, ce sang a une usine qui la produit. L'usine, c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Il ne faut pas la confondre avec la moelle épinière. Parce que la moelle osseuse, elle se situe entre les tablettes des os. Et cette moelle osseuse est produite depuis l'époque de l'embryon, quand on est dans le ventre de la maman, jusqu'au stade où on passe à l'étape fœtale. Et même si à l'étape fœtale, la production des cellules du sang dépend du foie et de la rate à un moment donné, mais définitivement à l'âge adulte, elle se fait au niveau donc de la moelle osseuse. Et il doit situer que les structures qu'on appelle les structures relais du sang ou de la moelle osseuse sont représentées par les ganglions, qui sont des carrefours qu'on trouve autour des vaisseaux, sont également représentés par des formations qu'on appelle les formations des tissus du sang dérivé. Ce sont des tissus lymphoïdes que l'on peut retrouver au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, le long du tube digestif, au niveau donc du foie, encore une fois, au niveau des poumons, au niveau des os, au niveau de la peau et au niveau du plancher du système nerveux central. Voilà un peu. Je crois que pour le commun de mortels, lorsqu'il connaît quelles sont les structures du sang, lorsque nous aurons en détail à parler des cancers du sang,
je crois qu'ils vont comprendre. En fait, de façon globale, un cancer, ça a été défini, c'est quoi? C'est une multiplication anarchique, désordonnée, incontrôlée des cellules de l'organisme. Parce que nous sommes bâtis, certainement, selon Dieu, à l'image que notre corps humain est représenté par ces tissus. Et que ces tissus ont une multiplication qui doit être contrôlée. Donc, leur développement est contrôlé. Et ces tissus, à un moment donné, doivent arriver à ce qu'on appelle la sénescence, c'est-à-dire au vieillissement. À partir de là, ces tissus qui vieillissent doivent être renouvelés. Pour qu'elles soient renouvelées, il ne faudra pas que ça se renouvelle anarchiquement. Donc, il faudrait qu'il y ait un contrôle. Et à partir de là, si le contrôle échappe, parce que l'immunité de l'individu n'arrive plus à contrôler ce qu'on appelle donc la multiplication des cellules, et que n'arrive pas à freiner le processus de multiplication, donc à partir de là, on va aboutir à la jeunesse qu'on appelle un cancer. Alors, donc le cancer, de façon globale, c'est celui-là. Mais le cancer du sang, mais c'est tout simplement parce que ce processus touche la moelle osseuse, touche le sang, touche les organes de relais. Donc, il n'y a pas de différence en termes sémantiques sur le plan de définition avec les cancers qui touchent les autres tissus et les organes. Voilà. En français facile. Hein? Quels sont les symptômes d'un cancer du sang? Et puis, définissez-nous le type de cancer du sang. Voilà. Il existe plusieurs variétés de cancers du sang. Il était important que je puisse rappeler les organes du sang pour que les gens comprennent. Les premières variétés des cancers, les cancers peuvent toucher d'abord la moelle osseuse, dont l'usine qui produit les cellules du sang. Les cancers peuvent toucher les ganglions. Ce sont des organes relais qui ne doivent pas être touchés par un individu, qui ne doivent pas être palpés, mais ces organes existent au niveau dans les carrefours des vaisseaux sanguins, j'ai dit. Vous avez la rate, qui est aussi un organe lymphoïde. Dans les conditions normales, la rate, elle est en dessous de côte, on ne doit pas la palper. Et elle a un poids qui ne doit pas dépasser 100 grammes dans les conditions normales. Donc, vous avez également le foie à travers les cellules lymphoïdes du foie, qui est un tissu qui ne doit pas gonfler normalement. Donc, également, je vous ai parlé, le long donc du tractus digestif, depuis ce qu'on appelle les amygdales, qui se situent donc proche de la gorge, le long du tube digestif, donc le long de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, l'intestin grêle, le gros intestin, tout au long là-bas, il y a ce qu'on appelle des structures lymphoïdes. Ça veut dire quoi? Les cellules du sang, il y a plusieurs variétés. De ces cellules, il y a ce qu'on appelle des cellules lymphoïdes qui sont proches des ganglions, donc de coloniser les ganglions et la rate. Et il y a ce qu'on appelle les cellules myéloïdes. C'est un terme savant, je ne peux pas le changer. Ces cellules myéloïdes sont de la moelle osseuse et ces cellules myéloïdes, on les trouve dans le sang qui est un tissu mûr. Alors, donc ce qui va se passer, nous aurons donc des cancers du sang, proprement dit, lorsque c'est la moelle osseuse qui est touchée en premier, puisque la naissance est là, l'anomalie qui va faire multiplier les cellules, parce qu'il y a des conflits de chromosomes qui vont faire multiplier les cellules pour qu'on ait un cancer du sang, partent de la moelle osseuse, et en partant de la moelle osseuse, ce désordre va faire qu'on puisse avoir la colonisation des autres tissus sanguins, que sont le sang lui-même, que sont les ganglions, que peuvent être la rate, peuvent être les amygdales, peuvent être les cellules du cerveau. Donc, le cancer du sang, c'est un cancer qui se développe à partir des cellules et des tissus sanguins, à partir des tissus de la moelle osseuse qu'on appelle les tissus médulaires, et à partir des tissus lymphoïdes au niveau des organes relais que sont la rate, le foie, les amygdales et que sais-je encore. Voilà un peu les principales localisations. Maintenant, les variétés de cancers, il y en a deux grandes variétés. Il y a ce qu'on appelle des cancers aigus du sang, c'est ce qu'on appelle les leucémies aiguës, et il y a ce qu'on appelle des cancers chroniques du sang. Chroniques parce que le mode d'installation et l'évolution de ces cancers prend du temps, dans le cadre comme d'une chronicité. Donc à partir de là, il y a donc certains cancers qui peuvent éventuellement prendre le temps. Donc dans les leucémies même aiguës qu'on appelle les leucémies, selon la cellule qui était atteinte au niveau de la moelle osseuse, on distingue ce qu'on appelle les leucémies aiguës myéloïdes. Je viens encore sur le tissu myéloïde, parce que le tissu-là fait l'essentiel des cellules du sang.
et le tissu lymphoïde. Donc, selon le type de multiplication, donc de prolifération qu'on appelle chez nous en termes scientifiques, il y aura donc des leucémies qui sont myéloïdes et il y aura des leucémies qui sont lymphoïdes. Et ces leucémies, que ce soit myéloïdes ou lymphoïdes, il y en a qui sont aigus, donc je vous l'ai dit, et il y en a qui sont chroniques. Et que la répartition, on en verra certainement, sachez que les cancers du sang sont ubiquitaires, ça veut dire qu'on les trouve sur toute la planète. Il y en a dans tous les continents. Et ça touche tous les âges. Donc par conséquent, les cancers qu'on dit aigus sont redoutables. Parce que ces cancers sont très mortels. Dans 6 mois, quand on a fait le diagnostic de ce qu'on appelle un cancer du sang aigu, quand le malade n'est pas traité, il est mort. Par contre, les cancers chroniques, la différence c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des leucémies chroniques, qui peuvent être des leucémies chroniques myéloïdes, je reviens encore sur le tissu, ou qui peuvent être des leucémies chroniques lymphoïdes. Les noms sont un peu savants, je crois que le commun de mortels ne veut pas savoir ça. Le commun de mortels veut savoir qu'il a des cancers aigus du sang, des cancers chroniques du sang, qui ces cancers se différencient selon la tête du tissu, que ce soit le tissu myéloïde, qui est un tissu qui provient de la moelle osseuse, le terme myéloïde provient de médulaire, ça provient de la moelle osseuse, et des cancers qui sont lymphoïdes, parce que les cellules lymphoïdes aussi sont produites à partir ou de la moelle osseuse, et passent par des relais, que sont un organe provisoire qui est situé en dessous de la gorge ici, qu'on appelle le thymus. C'est un organe qui disparaît dans le temps, et ça entraîne ici donc l'altération d'une variété des cellules lymphoïdes qu'on appelle les lymphocytes T, que vous connaissez bien, qu'on en cite dans le cas du VIH, SIDA et autres. Et par contre, lorsque c'est une variété de lymphocytes qui sont les lymphocytes B, grand B, ici, donc la maturation de ces cancers se fait à partir de la moelle osseuse. Donc, pour dire, les cancers du sang, on définit, c'est une multiplication anarchique, incontrôlée, des cellules de la lignée myéloïde ou des cellules de la lignée lymphoïde au niveau de l'usine qu'on appelle la moelle osseuse. Maintenant, ces cellules, dans les conditions normales, doivent subir une maturation, doivent mûrir pour devenir des cellules mûres qu'on appelle des hématies. Donc, des cellules mûres qu'on appelle des globules blancs, dans les leucocytes, qui permettent de se défendre, et des cellules mûres qui assurent donc le contrôle du saignement, de la coagulation, qu'on appelle des plaquettes. Alors, lorsque ces cellules se multiplient dans la moelle osseuse, elles sont incapables d'achever leur maturation. Ça veut dire que de terminer leur maturation pour devenir globules rouges, pour devenir globules blancs, pour devenir plaquettes. Et quand elles n'achèvent pas leur maturation, elles vont s'accumuler dans la moelle osseuse, elles vont déborder dans le sang, elles vont aller coloniser ces formations des ganglions que j'ai parlé qui sont autour des carrefours, et elles vont coloniser la rate. À partir de là, la rate va gonfler. À partir de là, les ganglions vont gonfler. À partir de là, quand ça envahit les os, on aura mal aux os, on aura mal dans le dos, on aura mal aux os lents, et ces cellules peuvent aller même dans le cerveau. Et quand ça va au niveau du cerveau, ça envahit le cerveau, et à partir de là, c'est un facteur important qui n'est pas en termes pronostiques par rapport au cancer du sang. Donc voilà un tout petit peu la situation géographique, la situation topographique qu'on appelle en termes de situation, comment on situe les cancers du sang, qui sont donc des cancers qui sont multiples, et chez nous, il y en a suffisamment, et il y en a beaucoup malheureusement. Parlez-nous un peu des symptômes. Bon, les symptômes, ça dépend du type de cancer. Donc, lorsque le cancer, comme j'ai dit, c'est une multiplication, ça veut dire que ça va entraîner le gonflement. Lorsque ce gonflement se fait, parce que les cellules ne peuvent pas achever leur maturation, c'est-à-dire au lieu que les globules rouges soient produits, au lieu que les globules blancs soient produits en termes de maturation, qu'on ait des globules blancs mûrs qu'on appelle des leucocytes, des lymphocytes mûrs, qu'on trouve au niveau des globules rouges qu'on appelle des hématies mûres, qu'on trouve au niveau des cellules de la lignée qu'on appelle la lignée qui contrôle les phénomènes d'hémorragie qu'on appelle les plaquettes. Comme les cellules se multiplient, n'achèvent pas leur maturation, quand elles se multiplient, elles vont entraîner un gonflement. Lorsqu'elles n'achèvent pas leur maturation, elles vont entraîner une insuffisance des cellules mûres, puisqu'elles ne peuvent pas se multiplier pour continuer à subir leur maturation. À partir de là, ils vont manquer donc des hématies, il va manquer donc des globules blancs. C'est paradoxal, puisque le cancer, c'est une multiplication, ça entraîne beaucoup de globules blancs. Mais les globules blancs que ça entraîne, ce sont les globules blancs qui ne sont pas matures.
ou sont des globules blancs qui ont subi une maturation mais qui se bloquent à un moment donné. Ce qui veut dire qu'ils vont manquer même des plaquettes sanguines, ce qui fait que les symptômes sont accumulés à ça. Ça veut dire quoi? 1. Le patient, il peut venir. Dans les pays africains, c'est difficile d'avoir un patient qui vient où on fait un examen systématique, on dépiste, tac, on va aller vers le cancer du sang. Souvent, chez nous, on a un long parcours. On a fait la fièvre, on pense d'abord au paludisme. On a fait la diarrhée, on pense que c'est parfois des microbes autres. Le problème, quand c'est que les symptômes du sang, du cancer du sang, sont multiples. Les plus importants, c'est 1, les signes d'insuffisance, c'est quoi? On peut faire de l'anémie. Cette anémie dure, ça, c'est pas normal. Deuxièmement, on commence à faire des infections répétées. On a mal à la gorge, on tousse, on peut avoir une infection du poumon, on peut avoir une infection généralisée. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de globules blancs produites qui soient capables de défendre l'organisme. Troisième symptôme, on peut saigner. On peut saigner du nez, on peut saigner de la bouche, on peut vomir du sang, on peut avoir des règles abondantes. Tout ça, c'est le reflet du fait que les plaquettes sanguines, qui sont des cellules, quand elles ont subi dans leur précurseur une maturation normale, elles assurent le contrôle de la coagulation. Ça, c'est la partie insuffisance. Maintenant, les symptômes en rapport avec le gonflement, ça peut être la personne a un ganglion qui parcourt au niveau du cou, un ganglion au niveau de l'aisselle, un ganglion au niveau des régions inguinales ici, donc ça gonfle. On s'est dit, j'ai un ganglion qui est là, on ne s'inquiète pas. On peut sentir du poids du côté gauche du ventre. Et ce poids du côté gauche du ventre vous amène chez un médecin, peut trouver que ce qui est au niveau de gauche du ventre qui a gonflé, c'est la rate. On peut constater un gonflement du foie. On peut constater qu'on a des douleurs des os. Et on peut confiner, quand on examine le patient, ça c'est le rôle du médecin, quand il va voir sa bouche, il va voir la bouche du patient a des amygdales qui sont gonflées. Donc, ce n'est pas les amygdalites qu'on trouve chez les enfants de façon chronique et banale chez nous en Afrique au Congo. Donc, les amygdales sont gonflées. On peut trouver que cette personne a des gencives qui gonflent. Des gencives? Oui, qui gonflent. On peut trouver aussi que cette personne peut avoir des os qui sont cassés subitement, sans traumatisme. On a une fracture qui apparaît soit au niveau des os longs, ou quand cette fracture apparaît au niveau des vertèbres, elle est redoutable parce qu'elle paralyse la personne subitement. Tout ça, c'est les reflets de certaines variétés de cancers. On peut aussi trouver la personne vient ne pisse plus, fait de l'insuffisance rénale aiguë. Et cette insuffisance rénale fait qu'il ne pisse plus, tout simplement parce que soit le cancer a bloqué les voies urinaires, ou soit parce que le cancer a produit des substances qui sont très dures, pierreuses, qui peuvent se précipiter au niveau de l'arbre urinaire. Donc, voyez-vous, les symptômes sont multiples. Donc, je résume. Il y a des symptômes liés à l'insuffisance de production des cellules du sang. En premier, l'anémie. En deuxième, l'infection. En troisième, l'hémorragie. Et on peut avoir ces symptômes qui soient associés ou isolés. Deuxièmement, les symptômes liés au gonflement, parce qu'il y a une multiplication des cellules. C'est ce que je vous ai cité. Ça peut être, on a mal à la tête parce que la maladie atteint le cerveau. Ça peut être l'enfant, les testicules sont gonflés. On pense que c'est infectieux alors que c'est une infiltration par la maladie. Les gencives sont gonflées, les amygdales sont gonflées, les ganglions apparaissent au niveau du corps, des douleurs au niveau des os, des fractures osseuses. On peut trouver la rate qui a gonflé. Tout ça, ce sont des symptômes liés au gonflement. Il y a tout un tas d'autres symptômes qui existent, qui sont liés au gonflement, pour lesquels le commun des mortels ne peut pas comprendre. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Et que l'essentiel, c'est savoir que chaque fois qu'on a une anémie qui traîne, chaque fois qu'on a un enfant qui fait des infections répétées, chaque fois qu'on a trouvé un enfant a eu un saignement, aussi banal qu'il soit, du nez, de la bouche ou de quelque part, y compris dans les urines, lorsque ces symptômes peuvent ou ne pas s'associer au signe de gonflement que j'ai cité, ok, là, on doit suspecter un cancer du sang. Maintenant, pour faire le diagnostic, on passe faire une prise de sang. On fait d'abord une numération sanguine. C'est une prise de sang. C'est pour ça que dans les pays qui ont des moyens, une personne doit avoir un check-off qui est fait régulièrement par an. Et c'est ce bilan systématique qui permet de constater les anomalies du sang. Et que si cette anomalie persiste, parce qu'on fait de l'anémie chronique,
qui commencent à dire qu'on apporte de transfuser, d'autres donnent des médicaments n'importe comment. Ou alors, lorsque la personne fait des infections répétées, on trouve qu'il y a une baisse des neutrophiles, c'est-à-dire des cellules du sang qui permettent de se défendre correctement, qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles. C'est une variété de leucocytes, donc des globules blancs. Ou lorsqu'on trouve que les plaquettes sont diminuées anormalement, et lorsque cela est associé aux symptômes que j'ai évoqués, à partir de là, on doit suspecter un cancer du sang. Alors, dans certains cas les plus flagrants, c'est que cancer équivaut à une augmentation des globules blancs. Donc, on va trouver des gens qui ont un nombre de globules blancs augmenté. Et à partir de là, lorsqu'on fait l'expertise des globules blancs, on peut déjà définir quelle est la variété de la maladie cancéreuse. Voilà. Est-ce que, professeur, on peut parler des facteurs de risque du cancer du sang? Oui. Vous savez, pour l'instant, nous sommes un peu insuffisants en termes de recherche. Donc, tous les chercheurs se battent pour essayer de voir si le cancer a une cause. Pour l'instant, les cancers, on ne peut pas identifier la cause telle qu'elle. Par contre... Enfin, tous les cancers ou... Tous les cancers. Par contre, il y a ce qu'on appelle des facteurs étiologiques. Parce que si on avait des causes déjà pour certains cancers, on pouvait déjà arrêter à plus de cancers. Oui, on anticiperait. Voilà. Donc, par conséquent, comme ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs étiologiques, là, ça, il y en a beaucoup. Dans le contexte africain, il y a des facteurs spécifiques chez nous. Lesquels? Parce qu'il est dit que le sujet de race noire peut faire aussi le cancer comme le sujet de race blanche. Là, il n'y a pas de problème. C'est un consensus. Par contre, il y a des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques sont subordonnés à plusieurs facteurs. Soit parce que l'enfant a eu donc des anomalies génétiques, comme les enfants qu'on appelle les Mongols chez nous, donc les enfants qui ont la trisomie 21, donc qui ont un comportement un peu tel quel. C'est une anomalie chromosomique parce que au niveau des paires des chromosomes, il y a 3 chromosomes au niveau de la numérotation 21 au lieu d'avoir 2 comme d'habitude. Ou d'autres enfants qui ont d'autres maladies génétiques qui existent. Inutile de vous les citer. Ceux-là sont prédisposés. Deuxièmement, l'un des facteurs importants sont les hydrates de carbone. C'est-à-dire quoi? Tous les dérivés des hydrocarbures peuvent être cancérigènes. C'est ce qu'on appelle, ce sont des facteurs qui sont leucémogènes. Ça veut dire qu'il est prouvé ici, chez nous, dans nos cohortes ici, que certaines personnes qui ont travaillé longtemps en manipulant les hydrocarbures et dérivés ont développé, à un moment donné de leur histoire, des cancers. Et certains en sont déjà morts, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle des radiations. Vous savez, lorsqu'on a bombardé Hiroshima, lorsqu'il y a eu les problèmes de la catastrophe à Tchernobyl, il y a eu des irradiations. Et ces populations qui ont été soumises à ces radiations, que ce soit des radiations ionisantes ou des radiations issues des déchets nucléaires et autres, ces éléments sont associés au risque du développement de certains cancers. Et on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de cancers, dont les cancers du sang qui ont émergé dans ces zones. Nous avons aussi ce qu'on appelle des facteurs liés aux infections. Et parmi ces facteurs, il y a un virus important qui fait partie de ce qu'on appelle la famille des virus herpès. Donc, le virus s'appelle le virus Epstein-Barr, parce que c'est ces grands auteurs qui ont découvert ce virus qui ont donné donc ce nom d'Epstein-Barr. Et ce virus Epstein-Barr stimulerait certaines cellules qu'on appelle les cellules lymphoïdes B et font qu'il y a certains cancers des ganglions ou des cancers de type leucémie qui se développent à partir de ce virus. Au Japon, par exemple, aux Caraïbes, il y a un virus qui est proche de la famille des virus du VIH-Sida, qui fait approche de la famille des rétrovirus. Excusez-moi, le nom scientifique, on appelle le virus comme ça HTLV1-2, c'est-à-dire Human T Leukemia Lymphoma Virus. C'est un virus qui est transmis à travers la voie forestière et ce virus est associé à l'éclosion de certaines variétés de leucémie et de lymphome. Mais il y a beaucoup de causes qui existent, des facteurs environnementaux qui existent. Il est également démontré que la poussière du bois, ceux qui sont chez nous exposés à la poussière du bois, au niveau usinage ou au niveau du tronçonnage, sont également exposés à développer certaines variétés de cancers des ganglions. Tout ça, ce sont des facteurs étiologiques. Ces facteurs, et en plus des facteurs alimentaires. C'est uniquement des constats, des études observationnelles. Et après, qui ont fait l'observation, l'objet de travaux in vitro, c'est-à-dire devant un organisme, on fait des travaux dans un laboratoire, on démontre la coexistence entre ce facteur et le risque de développement des cancers du sang. Donc, il y a donc tout un tas de facteurs qui existent. Donc, si le jour où on aura à découvrir de façon claire
Comme actuellement, on sait que le virus papilloma est associé au dépôt du cancer du col de l'utérus. À partir de là, on va promouvoir la vaccination pour éviter ce cancer. Le jour où on aura sauvé pour certains cancers que le virus de l'hépatite B, qui donne la jaunisse, la fièvre jaune, est associé au risque de développement de cancer du foie. Pour les cancers du sang, pour l'instant, on n'est pas arrivé là, tout en sachant que même le virus de l'hépatite C, qui est un virus qui donne certaines variétés d'hépatite, est associé au risque de développement de certains cancers du sang. Voilà, donc c'est un domaine qui est lourd. Donc au stade pour le commun du mortel, c'est de comprendre qu'il y a des facteurs qui sont cancérigènes, mais il n'y a pas de cause telle qu'elle démontrée. Parfois, c'est une coexistence de plusieurs facteurs associés qui peut faire l'émergence d'un cancer. Parce que ce cancer, il touche depuis l'enfant. La petite enfance avant une année. Ça veut dire avant une année, les facteurs, ça provient de la mère. Durant la période de grossesse, il y a eu donc des anomalies qui ont fait que la mère a été exposée et l'enfant né avant l'âge d'une année, on lui dépiste un cancer comme une leucémie aiguë. Mais il y a aussi des facteurs que l'on acquiert au cours de la vie. Mais dire actuellement que tel enfant fera un cancer, tel adulte fera un cancer, tel n'en fera pas, mais quand on interroge dans les familles, on retrouve que dans les ascendants, il y a par exemple des facteurs, des gens qui ont des cancers dans les parents, et que dans la descendance, il y a le risque de développement de cancer qui existe. Donc, c'est le travail de recherche à faire. Donc, si le jour où nous aurons des laboratoires très développés, comme les autres, nous pourrons actuellement approprier au Congo quels sont les réels facteurs qui sont impliqués dans la jeunesse des cancers du sang. Dans le cas de la prévention, que dites-vous aux pompistes? Les pompistes manipulent les hydrocarbures. Bon, tous les pompistes ne développent pas des cancers. Rassurez-les. L'exposition aux hydrates de carbone, comme toutes les autres expositions, ce sont des facteurs. Parce qu'il est actuellement démontré qu'en plus du facteur macro que l'on détecte, qui soit un facteur lié à l'infection, qui soit un facteur lié aux hydrates de carbone, ou des facteurs toxiques, il faut que cela se déroule sur un terrain avec une prédisposition génétique déterminée. Donc il faudrait qu'il y ait des gènes anormaux. Ça, c'est grâce au progrès d'une technique chez nous qu'on appelle la biologie moléculaire, qu'actuellement on peut trouver certains gènes spécifiques qui prédisposent à certaines anomalies cancéreuses du sang. Donc, ce n'est pas uniquement être pompiste qu'on va faire un cancer du sang. On peut être pompiste pendant 25 ans, 30 ans, on n'a aucun risque. Ce risque arrive lorsqu'il y a des facteurs additionnels. Sinon, tous les pompistes du Congo seront chez nous à notre consultation parce qu'ils ont du cancer du sang. Mais ce sont des facteurs qu'il faut citer parce que c'est prouvé que le benzène C6H6, le benzène, est associé au risque de cancer du sang. Ça, c'est prouvé. Le benzène, c'est une composante des hydrocarbures. Bien sûr. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement, tous ceux qui l'ont manipulé, le white sprat, ceux qui sont dans les garages, le graissage et autres, il n'est pas dit que ces gens et ceux qui produisent les hydrocarbures, il n'est pas démontré qu'ils vont le faire. Mais pour le faire, il faut des prédispositions génétiques qui existent. Voilà, il faudra que les gens soient sereins dessus, parce qu'après qu'on n'interprète pas qu'Elira a dit ici que non, les pompistes, on va abandonner le boulot de pompistes parce qu'ils sont en train de cancer. Non, ça n'a rien à voir. Il y a bien sûr des facteurs qui prédisposent, génétiques, qui font que face à un élément toxique, on peut faire le cancer. Alors, professeur, sur quoi se base le traitement du cancer du sang? Alors là, c'est un grand problème parce qu'on a fait beaucoup de progrès. En tout cas, au fur et à mesure, on a fait des progrès. Depuis le début des années 1960. Vous savez que les premiers cancers, tout le monde y mourait dans les 6 mois. Et même chez nous au Congo, moi quand j'étais encore étudiant en médecine, entre les années 1978 et 1984, dans le service où j'étais sous la tutelle du professeur Bouramou et du professeur Assori Ituangaporo, tous les patients pour lesquels on avait le diagnostic de cancer, ils ne sont plus en vie, malheureusement. Mais depuis, on a fait des progrès. Les progrès, c'est donc le défi de la discipline là que j'ai choisi. Parce que vous voyez, hein, beaucoup de gens ne choisissent pas ce qui est dur. L'hématologie. L'hématologie. C'est une discipline dure, laborieuse, il faut avoir le cœur pour la faire. Nous sommes partis dans cette discipline, nous sommes en train de former des successeurs qui vont continuer dans cette discipline. Donc, par conséquent, dès lors qu'il y a des moyens thérapeutiques qu'on a développés, comme la greffe des cellules souches hématopoïétiques, ça signifie quoi? On prend les cellules immatures du sang
d'un individu sain qui a un même groupe du système des globules blancs qu'on appelle le système HLA que la personne qui est malade, on peut manipuler et faire cette greffe en lui injectant cela. Ça permet de guérir certains cancers du sang. On peut aussi faire une deuxième technique de greffe qu'on appelle l'autogreffe. Ça, c'est la greffe allogénique. Autogreffe, c'est-à-dire on doit vous soumettre à un traitement très lourd. En prévision de ce traitement très lourd, on prélève vos propres cellules souches qui peuvent provenir du sang, qui peuvent provenir de la moelle osseuse. Et pour le premier cas, j'ai cité allogénique, ça peut provenir du sang du cordon de l'enfant. Il suffit qu'il y ait la compatibilité au niveau des variétés des globules blancs et on peut l'injecter et faire ce qu'on progresse. L'avènement important de ce qu'on appelle la chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont des molécules qui ont été développées, là il faut louer l'industrie pharmaceutique, permettent actuellement de guérir certains cancers. Et nous avons actuellement également, depuis le début des années 2000, développé d'autres molécules, grâce au progrès de la biologie moléculaire, qui permettent actuellement de bien cibler le traitement de certains cancers. Donc ça veut dire qu'on a fait des progrès pour le traitement du cancer. Certes, le traitement est onéreux, il est cher. C'est pour ça que la contribution de la communauté est importante. Vous savez, moi qui avais l'expérience dans le service, pour le traitement de certaines variétés des cancers, vous savez que si on n'a pas au minimum 1 million de francs CFA, on ne peut pas accéder aux médicaments et faire un traitement qui est complet dans le cadre de ce cancer du sang. Et puis, nous avons toujours recours, malheureusement, pour certaines variétés de cancers, au transfert des patients vers l'extérieur. Tout simplement parce que le traitement d'un cancer, il obéit à beaucoup de règles. Il y a des cancers pour lesquels il faut traiter les gens en chambre stérile. Ce dispositif, nous ne l'avons pas encore au Congo. Il y a des cancers pour lesquels il faut traiter par des rayons. Ce dispositif, on l'avait. J'espère qu'on va le réhabiliter pour qu'il soit utile. Il y a d'autres moyens innovants. Grâce à Dieu, le Congo est l'un des pays qui a bénéficié de l'appui des fondations Bill et Melinda Gates pour bénéficier de la gratuité, je pèse bien la gratuité, du traitement de certains cancers du sang qu'on appelle certains cancers chroniques, comme la leucémie myéloïde chronique. Et actuellement, nous avons des gens, je vous assure, moi j'ai connu ce parcours ici et que j'ai perdu beaucoup de patients avant l'année 2005. Et là, depuis l'année 2005, nous voici plus de 15 ans. Pour avoir encore les décès de cette variété de cancer, il n'y en a plus. Depuis que la fin 2004, nous avons été éligibles par le don de la fondation JIPAP, qui est donc une source issue de Bill et Melinda Gates pour certains médicaments. Et puis nous avons les efforts du gouvernement dans la variété de traitement de certains cancers, qu'on appelle des cancers lymphoïdes. Le gouvernement a signé des accords avec certaines fondations comme la fondation Roche et divers, et qu'on a eu à bénéficier pendant une période de certains médicaments qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Ce sont des médicaments qui sont conçus à base des anticorps qui attaquent les antigènes de la tumeur. Donc les antigènes sont des substances étrangères qui sont fixées sur la surface de certaines cellules. Et lorsqu'on amène ces anticorps pour attaquer ces antigènes, ça permet d'anéantir la maladie tumorale. Et nous avons également bénéficié de certains dons grâce à des négociations qu'on a entraînées de façon décentralisée avec des structures extérieures. Et c'est ça qui soulage les patients. Sinon, autrement dit, le traitement de certains cancers du sang, notamment ce qu'on appelle les leucémies aiguës, c'est un traitement qui est lourd, qui est coûteux et qui est difficile. Une leucémie aiguë, pour la traiter, il faut la chambre stérile. Mais nous essayons dans notre service d'aménager des chambres propres pour traiter des enfants et des adultes. Nous en avons pour la leucémie aiguë. Même en Europe, les gens meurent encore de ça. Je crois que la majorité des patients qu'on a eu évacués en Europe sont pratiquement tous morts. Mais cependant, nous devons nous réjouir que certains patients et enfants que nous avons traités pour leucémie aiguë restent en vie, avec un recul de plus de 10 ans. Parce qu'en matière de cancer, on est toujours prudent de se dire est-ce qu'on est guéri ou alors est-ce qu'on a une réponse complète ou pas. Pour certains cancers chroniques, il n'y a pas de problème. Le patient peut vivre longtemps avec les traitements qu'on donne par la bouche. Le plus important, c'est l'assiduité de ce traitement. Donc voilà un tout petit peu les éléments de base. C'est le traitement reste coûteux. Il est lourd, il nécessite vraiment un environnement qu'il faut aménager avec des conditions qui sont drastiques. Ça nécessite les patients disciplinés.
Donc ça veut dire la régularité des consultations et des contrôles sanguins pour aboutir à une efficacité. Mais ça nécessite, comme je dis, un appui important du gouvernement et un appui des partenaires qu'il faut chercher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir en matière de cancer. Il faut lutter auprès des organismes internationaux, auprès des fondations internationales pour se faire connaître, pour qu'on sache que oui, c'est l'IRA qui est là, c'est lui qui anime, oui, il est fiable, on peut lui donner ce médicament. Le centre de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso est important parce que c'est un centre collaborateur de l'OMS. Il a pu mettre actuellement en place des structures qui permettent le diagnostic, le suivi et le contrôle de la maladie cancéreuse. Parce que la drépanocytose, c'est comme un tracteur. Il traque les autres maladies du sang. Et nous devons nous réjouir que grâce aux efforts de Mme Antoinette Sassou Nguesso, nous avons eu ce centre. Parce que, autrement dit, je vous assure, avant ce centre, le suivi, on avait des difficultés des patients. Depuis que le centre existe, nous recevons en permanence en hôpital du jour des patients atteints de cancer qui viennent bénéficier de leur traitement en extérieur. Et puis, dans l'autre volet du traitement, c'est la pratique de la transfusion sanguine. Parce que lorsque le sang manque, il faut le remplacer. Le principe du traitement, c'est lequel? On doit tuer la cellule cancéreuse. Quand on tue la cellule cancéreuse du sang, ce traitement entraîne des dégâts collatéraux. Ça doit diminuer les cellules du sang. L'objectif, c'est on tue le mauvais sang, on tue la mauvaise moelle osseuse pour permettre à ce que le bon sang et la bonne moelle osseuse émergent. Mais dans l'intervalle qui précède l'émergence des bonnes moelles osseuses et du bon sang, il faut bien transfuser le patient. On doit lui transfuser avec ce qu'on appelle des globules rouges et on doit lui transfuser également avec des plaquettes. Parce que quand le traitement n'est pas fait, évidemment, ça entraîne des complications qui peuvent être des complications dues à l'anémie ou des complications qui sont dues aux hémorragies. Mais tout cela, il faut un effort, il faut être là debout. Ça nécessite pour les médecins d'être debout. On ne peut pas passer 24 heures sans visiter un malade atteint d'un cancer du sang sous traitement ou sans traitement. Si vous passez au-delà, le lendemain, le lit est vide. C'est pour ça que nous devons anticiper pendant la période du traitement sur les mesures drastiques de surveillance, ce qui permet évidemment donc d'avoir des bonnes réponses thérapeutiques. Bon, il y a actuellement des progrès qui sont faits, comme dans tout cancer, c'est ce qu'on appelle des traitements sur la base de l'immunité. C'est-à-dire on développe l'immunité du sujet pour que le sujet lui-même rejette la maladie cancéreuse. Ceci est applicable quand au cancer solide, qu'au cancer liquide que représentent les cancers du sang. Et ça, c'est une voie d'avenir, mais nous allons nous percher contre ces recherches et peut-être à terme, cela va nous permettre d'atteindre des objectifs futurs. Mais de façon globale, il faut dire que ce traitement reste coûteux, il n'est pas souvent accessible à tout le monde, mais et le regret pour nous, c'est que les patients, parfois, viennent à un stade tardif, parce que quand ils ont ces symptômes, ils courent d'abord chez nos confrères, les charlatans, ce qui est peut-être tout à fait normal, parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils viennent à un autre stade, évidemment, ils viennent à un stade qui est parfois tardif, avancé, et parfois on a des difficultés de pouvoir les faire émerger. Alors, on en est où avec la recherche dans ce domaine? La recherche dans les cancers du sang, elle avance à pas de galop. À chaque congrès, que ça avance très vite. On a, avec toutes les agences internationales, notamment que ce soit les sociétés savantes internationales, la Société internationale d'hématologie, l'American Society of Hematology, la Société américaine d'hématologie, la Société britannique, la Société française d'hématologie et la Société africaine d'hématologie, que j'ai l'honneur de diriger. La Société congolaise aussi. Hématologie aussi. Toutes ces sociétés, on avance. À chaque congrès, on fait le point sur les progrès de la recherche. Et on voit comment il faut adapter les choses. Les traitements que nous faisons en Afrique sont des traitements que nous sommes obligés d'adapter par rapport à notre contexte. Parce qu'on n'a même pas le même contexte de développement qu'en Europe. Mais il faut qu'on cesse de diviser la maladie. La maladie, elle est traitable de la même manière en Afrique qu'en Europe. Mais en tenant compte du contexte que nous avons des mesures à prendre qui sont particulières par rapport à ceux de nos collègues qui sont au niveau des pays du Nord. Et ces mesures nécessitent vraiment, c'est un véritable chemin de croix. On doit se battre pour sauver des patients. Et Dieu seul sait combien nous sauvons des patients. Et puis à travers là, il y a donc bien sûr en termes de recherche, les recherches sont focalisées, sur le développement de l'immunologie, c'est-à-dire pour essayer de voir comment les anticorps de l'organisme que nous produisons face à une maladie peuvent intégrer et faciliter les nouveaux traitements et les nouveaux régimes de lutte contre le cancer.
Deuxième volet de recherche, c'est ce qu'on appelle la biologie moléculaire. C'est-à-dire de plus en plus, on connaît la génétique de l'homme. La meilleure connaissance de la génétique humaine est une connaissance qui est au service de la science pour permettre de développer non seulement des diagnostics anticipés, mais aussi des traitements qui soient adaptés à l'état génétique de chaque individu et de bien comprendre d'où provient cette maladie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le développement d'une technique de la thérapie cellulaire, donc le traitement par les cellules. C'est ce que je vous ai dit. Donc le traitement par la cellule, ce sont certains traitements qui sont ciblés, d'autres ne sont pas ciblés. C'est un peu scientifiquement lourd tout ce que je dis, parce que tout simplement, il s'agit de travailler sur les cellules pour connaître leur génome et voir comment on a adapté les traitements par rapport à ces différentes cellules. Est-ce que cela est réalisable au Congo? Oui, dans certaines conditions. On est en train de travailler dessus. Il faut travailler beaucoup sur la génétique moléculaire. Il faut faire des essais thérapeutiques. Il faudra que nous soyons éligibles, comme d'autres pays, aux essais thérapeutiques. Vous savez que si un pays comme le Nigeria peut déjà faire certains traitements de greffe, si un pays comme le Kenya peut faire certains traitements de greffe, nous ne sommes pas loin d'eux. Le plus important, c'est qu'on dispose de la logistique nécessaire pour que nous puissions faire des greffes. Et je crois qu'au niveau du centre Antoinette Sassou Nguesso, il y a encore beaucoup d'espace. Et que cet espace peut être dédié dans les années futures, pas peut-être toujours sous nous, dans les années futures, à ce que nous développons des capacités de traitement et de recherche en matière de cancer. Ça, c'est un appel au gouvernement, ça? C'est un appel à tous ceux qui peuvent aider le centre, qui peuvent aider les malades atteints de cancer du sang et de façon globale des cancers. J'espère que vous serez entendu. Mais disons, je ne lance pas un appel, mais je dis que pour traiter un cancer, il faut le diagnostiquer précocement. Pour le diagnostiquer précocement, il faut avoir des moyens. Lorsqu'on le diagnostique, il faut voir quel est le type de cancer, bien le préciser. Et le traitement doit bien cibler le type de cancer. Et ce traitement nécessite un environnement qui soit sain, qui soit bien équipé, qui ont des moyens nécessaires. Parce que vous savez, un traitement par greffe, il coûte environ 102 millions de francs CFA. Je crois qu'on peut faire l'économie de cela en traitant à moins de 20 millions de francs CFA le traitement du début à la fin dans le pays. Donc par conséquent, c'est possible de le faire. Mais vous savez que pour nos familles déshéritées, et ce n'est pas difficile pour un parent, une maman, de venir trouver 1 million de francs pour qu'on fasse la première phase de traitement dans le cas d'un cancer. Il faut un devoir de solidarité. Donc je crois que le gouvernement, dans son projet de couverture maladie universelle, même si la situation actuelle de l'épidémie, la pandémie à Covid, a un peu bouleversé certains programmes, certains agendas, il faudra bien que cette couverture arrive, parce que cette couverture permettra seule de trouver une solution durable à la prise en charge des maladies chroniques dans le cancer. Covid-19 et cancer du sang, quel avenir? J'ai dit le premier avenir, c'est qu'il ne faudrait pas que nous détournons la lutte contre les maladies habituelles, les maladies chroniques, et tout soit dans le cadre du Covid. La Covid-19 est peut-être une opportunité de créer les conditions pour que nous améliorons les capacités globales de lutte contre la maladie. Covid-19 et cancer, oui. Le cancer du sang, est une situation à risque en cas d'infection à Covid-19. Une personne qui a la Covid-19, si cette Covid-19 tombe sur un organisme qui a un cancer, sur un organisme qui a le traitement d'un cancer qui diminue l'immunité importante de ce patient, et si les mesures ne sont pas prises précocement, c'est la mort du patient. Donc par conséquent, dans le standard de notre prise en charge, nous avons situé ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité qui sont liés à la Covid-19. Comorbidité, c'est-à-dire maladie associée. Et parmi les 12 affections qu'on a citées, il y a non seulement la drépanocytose totale, ce qui n'était fait nulle part, c'est nous au Congo qui avons fait induire cela, inclure dans les critères. Et deuxièmement, nous avons les cancers du sang, les autres cancers, parce que ce cancer nécessite des traitements qui diminuent l'immunité, et les cancers eux-mêmes diminuent l'immunité de l'individu. Or, l'immunité de l'individu doit être forte pour mieux lutter contre la maladie à Covid-19. Donc, par conséquent, en termes d'opportunité, c'est ça qu'il faut créer. Mon terme de vigilance, tout patient qui a une maladie du sang grave, cancéreuse ou non, est une situation à risque. Et à partir de là, ça nécessite des mesures appropriées. C'est la raison pour laquelle
je continue à dire, chaque fois que j'interviens, en attendant le vaccin, parce qu'on doit louer déjà des chercheurs russes qui ont fait des propositions de candidats vaccins, rien à faire de critiquer qu'ils ne peuvent rien faire, rien à faire de donner un point de vue pour dire que c'est faux, que ça n'amène à rien, c'est faux. Je crois que les Russes, ce sont des gens qui sont très avancés en termes de chimie et que personne ne peut remettre en cause ce qu'ils font. Donc, quand l'OMS a demandé qu'il y ait du sérieux dans les études, attendons qu'on finisse les études de phase 3 pour prouver ou infirmer que ce vaccin n'est pas bon. Au lieu de crier que non, le vaccin nécessite ceci, parce qu'il y a certains qui veulent que l'origine de la production du vaccinal provienne exclusivement d'eux. En attendant le vaccin, les seules mesures de prévention, ce sont les mesures que le gouvernement dicte et rappelle. Ce sont des mesures barrières, s'il vous plaît. Les enterrements sont trop remplis. On a la compassion pour les morts, s'il vous plaît. Au niveau des cultes, que les gens prennent l'espace, s'il vous plaît. Ce que moi je vois pour la plupart de nos compatriotes, s'il vous plaît, dans les bars, dans les fameuses caves, moi ça m'indigne en termes de mesures barrières. Ce que je vois, j'ai parcouru, je suis parti à Pokola, à Ouesso, je reviens sur Brazzaville, je vais à Pointe-Noire. Je suis indigné de nos compatriotes qui ne mesurent pas l'ampleur de cette maladie. Donc les mesures, c'est d'abord ça, la prévention, porter son masque dès qu'on est à l'extérieur, se laver régulièrement les mains au savon, javel ou solution hydroalcoolique, prendre la distance et l'écart vis-à-vis de l'autre, contacter un médecin si vous avez des symptômes suspects. La maladie, elle est transmise tant par les personnes qui n'ont pas de symptômes de la maladie, qui n'ont rien, que par les gens qui ont les symptômes de la maladie. Donc, les seules mesures de prévention, c'est d'abord ça. Il n'y a pas de traitement consensuel sur le plan curatif. Donc, pour les maladies atteintes des malades atteints de cancer, nous sommes obligés de les prendre au sérieux, de les rappeler, de les protéger. Au passage, je dois remercier la Fondation Congo Assistance d'avoir fait une donation de masques que nous avons distribués à tous nos malades drépanocytaires, à tous nos malades de cancer qui sont venus à nos consultations. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la dynamique au Congo, c'est la dynamique de la prévention. Et que chez nous, c'est le problème de discipline. Et la discipline peut permettre à ce que nous puissions vaincre la Covid-19. Si nous continuons par les mesures de peu d'espacement que nous sommes en train de voir, pour lesquelles nous ne sommes pas impuissants de rappeler, nous rappelons. Mais chaque fois qu'on donne le micro, nous sommes obligés de profiter de l'espace pour rappeler ces mesures, pour que les compatriotes congolais sachent que la seule prévention actuelle, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas l'automédication, aller prendre des médicaments au catimini. Ils attendaient que le professeur Elira leur dise quel protocole ils utilisent. Dès qu'ils savent ces protocoles, ils sont rués sur la chloroquine. Ils sont rués sur les antibiotiques dans les pharmacies. Ils en avalent à la moindre grippe. Ça ne se passe pas comme ça. Laissez-nous soigner ceux qui seront dépistés positifs. Laissez-nous conseiller les traitements pour ceux qui seront positifs. Parce que ces médicaments ont des dégâts sur le sang. Quand on a un cancer du sang, si nous revenons sur le cancer du sang, une personne qui a la Covid, qui a atteint d'un cancer du sang, le traitement qu'on lui donne ne sera pas le même qu'une personne qui n'a pas un cancer du sang. Donc, de grâce, il faudrait que les gens prennent des précautions. Si quelqu'un qui a le diabète, qui a l'hypertension, s'il va prendre des médicaments de lui-même, il peut se tuer. C'est la raison pour laquelle, donc on dépiste une personne, si tu fais un test de dépistage de Covid, si ce test, il y aura deux alternatives, soit il est positif, soit il est négatif. Oui. Quand il est négatif, on vous donne des mesures pour renforcer les conseils, pour ne pas vous contaminer. Mais quand il est positif, on doit vous mettre en isolement et vous traiter. Donc voilà les seules mesures qu'il y a. Elles sont applicables qu'autant aux patients atteints de cancer du sang ou à ceux qui n'ont pas de cancer du sang. Voilà un peu ce que je peux donner comme message sur la Covid. Mais la Covid-19 entraîne elle-même beaucoup d'anomalies du sang. Ça entraîne de l'anémie, ça diminue les plaquettes, ça entraîne un risque des hémorragies, ça entraîne des désordres de la coagulation, donc ça entraîne des caillots de sang. Ce sont ces caillots qui, au niveau des poumons, empêchent aux patients de respirer et l'entraînent vers la détresse respiratoire et la mort. Voilà ce que je peux dire. Ok. Avant de conclure, professeur, alors dites-moi, comment éviter les cancers hématologiques?
Je crois que c'est une question qui est globale. Comment éviter le cancer? Comment éviter le cancer? Voilà. Pour éviter le cancer, dès lors que les gens connaissent les facteurs de risque que j'ai essayé de citer, il faut essayer de faire que ces facteurs de risque ne soient pas à l'origine d'un cancer profond. Lorsqu'on sait qu'on a dans la famille une personne qui est morte d'un cancer de poumon ou d'un cancer digestif, quand on atteint un certain âge de 30-40 ans, on doit faire un bilan de santé tous les ans. C'est la seule manière de dépister précocement. Ça, c'est le facteur héréditaire. C'est des facteurs héréditaires. Lorsqu'on connaît qu'il y a des substances toxiques, des radiations, y compris les radiations électromagnétiques des téléphones portables, qui sont à l'origine de développement de certaines tumeurs. Ces tumeurs ne sont pas seulement des tumeurs solides comme cancer du cerveau divers et divers, mais ça peut aussi entraîner des cancers au niveau du sang. Donc, autant en prévenir. Si on sait qu'il y a une infection... Mais avec le téléphone, prévenir comment? Mais le téléphone... Éviter de prendre tous les coups de fil, alors? Bon, c'est-à-dire il faut éviter d'être à côté, très collé aux sources électromagnétiques. Il ne faut pas rester trop longtemps. Je crois qu'il y a des travaux qui sont publiés actuellement qui disent que l'exposition aux fibres électromagnétiques expose au risque de cancer. Ça, c'est démontré de plus en plus. Donc, par conséquent, moi, si j'ai le téléphone, où je mets le haut-parleur et je parle à distance, est-ce qu'il est souhaitable que je le colle tout à l'oreille? Est-ce qu'il est souhaitable que je mette le plafond, la poche ici au-dessus, sur mon corps? C'est le problème des études futures qui vont le démontrer. Et vont démontrer, donc, par conséquent, ce sont des attitudes pour éviter toute source de radiation, que ce soit des radiations ionisantes, que ce soit donc des pulses électromagnétiques. Et tous ces éléments peuvent concourir au développement de cancer de façon globale. Lorsqu'on a des infections de la gorge, des angines, il faut bien les traiter. Oui. Il ne faut pas les prendre à la légère. Parce que ces angines peuvent être virales et ces virus sont des éléments qui peuvent contribuer au développement du cancer. Les vaccinations actuellement disponibles, que ce soit le vaccin contre le cancer du col par le VPH, le virus de la papillomavirus, qui est disponible, que ce soit le vaccin contre l'hépatite B, ce sont déjà au moins des éléments vaccinaux importants qui peuvent prémunir le patient du développement d'un cancer. Il y a bien d'autres facteurs qui existent, mais vous savez que si on connaissait la cause, on vous conseillait tout de suite quelle est la voie à prendre. Donc, face au fait qu'il n'y a pas la cause, mais face au fait qu'il y a des facteurs étiologiques, il faut identifier ces facteurs étiologiques qui sont des facteurs importants de la genèse du cancer. Les médicaments qu'on prend n'importe comment, les médicaments de la rue et divers. L'automédication. L'automédication. Mais ça, c'est très dangereux. C'est une poudrière. Parce qu'il est constaté par des études à l'extérieur que l'automédication est associée au risque d'anomalies du sang dans les cancers, aux anomalies du rein, aux anomalies du foie. Donc je crois qu'il y a toute une éducation à faire ici qui fait ce que de telle sorte qu'il faut réellement. Il y a des facteurs pour d'autres cancers que je ne peux pas parler, puisque je parle de mon domaine qui est le cancer du sang. Les cancers colorectaux, donc de tubes digestifs et autres, sont liés à l'alimentation en base de fibres alimentaires. Donc par conséquent, il y a des régimes qu'il faut respecter. Bon, je crois que les gens ont vécu ici longtemps, dans nos pays, particulièrement ceux qui sont au village, tout simplement parce qu'ils ont pris du naturel. Donc il faut ces gens ont pris du naturel. Et que nous avons tendance à prendre ce qui est sophistiqué, ce qui est transformé. Donc ce qui est transformé, soit par une hyperproduction génétique d'une transformation, parce que maintenant, on veut maintenant créer un homme sur la base des manipulations. Tous ces éléments sont potentiellement dangereux, à potentialité cancérigène. Donc par conséquent, manger bio, c'est bien de manger bio, ne pas trop manger artificiel, c'est aussi des éléments importants dans le cas de la lutte contre le cancer. Oui, mais ça... Voilà, donc il y a beaucoup de prédispositions qui existent, malheureusement. Il y a un prix à payer pour manger bio. Pas du tout. De bio, les légumes ne coûtent pas cher au marché. Ah bon? Oui, ils ne coûtent pas cher. Quand on doit manger du poisson d'eau douce, c'est un peu cher à Brazzaville, mais au village, là-bas, chez moi, ça ne coûte pas cher. Oui, mais tout le monde... On peut toujours s'en procurer, au lieu de manger des congelés, des surgelés, ce qui provient... Je n'ai pas dit que c'est ça qui est cancérigène. Vous ne savez pas dans quelles conditions, surtout, arrivent des catastrophes alimentaires. Donc, par conséquent, manger biologique, c'est ce qui est réellement conseillé parce que pourvu que la personne a atteint 80 ans au village, on dit qu'il est sur son, on va le tuer. Mais on le tue parce qu'on dit qu'il ne meurt pas. Voyez-vous? Alors, donc, par conséquent, on a des gens qui ont bien vécu dans ces conditions. Le problème pour nous, c'est faire que les gens ne puissent pas mourir précocement, qu'on puisse leur faire qu'on augmente l'espérance de vie au Congo, dans le cadre de la lutte contre le cancer,
que ce soit par des moyens préventifs, mais qui sont, c'est toute une chapelle de moyens. Hein. On a beaucoup, mais que ce soit surtout des moyens curatifs, parce que malheureusement, malgré les mesures de prévention, lorsque l'événement survient, il faut bien traiter et traiter dans de bonnes conditions. Alors, votre dernier mot, en langue et en français, s'il vous plaît, professeur. Le malade a cancer, il y a malade moko mabe et kangi molongo mobimba. Mboka na biso à Congo et ko échapper dans côté. Mutango a cancer, il doit foie. Moi ça a cancer à libellé, muta cancer à cerveau, moi ça a cancer il y a matrice, il y a utérus, mobile a cancer à mokwa, mais cancer auto le alélé a cancer makila. Cancer makila est uta wapi? Il uta usine oyo et fabriquer makila et na 4 mikwa. Et que doit moto ndenge nini o doit pe moto na kata biloko moso makila lokola makila ngomoko donc le sang et doit lokola na kata ba ganglion moto dui subitement ganglion vimani na kata nzoto si ganglion vimani et aller loko mabe mais ganglion na linga ganglion ali babenga ngo c'est une colle ça et zambuma et ambuma moko et wuti ba cellule ya makila ba cellule ngo ba cellule ba lymphoïde ba cellule biellule lymphoïde il y a ikangama quelque part et vimba na kata nzoto tant que vimba na et ko relaxa que maladie mosusu ya na kata mosopo et bimisi reviva et mosopa ngo e vanda cancer ou bien cancer à makasi ou cancer ya mai wana cancer à makila donc et ko jape moto adui rate vimbani et ko jape moto adwa anémie et wumi na makasi ando ça la infection kili parfois makili bilanzo to kili donc ba symptôme cancer ango ya di mingi donc yangwana cancer ango lokola ba cancer mususu ya na tina ya sikisikite et uta donc ba facteur ya li mingi ba kambo ya mingi et ko bimisa moto de cancer yangwana pour ça la prévention pour na lelo ya li passe mais pour nous ça sa cancer il faut monta koma to na l'hôpital et bandi ganglier vimbi moke yakepa na biso et bambi odi makile bina zolo yakepa na biso au moni qui mando tia mwana makila bala mingi yaka adrepanote et si la ndenge wana ikovanda cancer ikoti na katanzoto odi mota avande ka bwe bali boke bukani yakepa na biso yaka ndenge wana te donc par conséquent il faut mutaya ka basalisa tout doit cancer ango tina et outi tout doit type ya cancer bon to salisa ndenge to ko salisa wane au mona sabiso passe mingi te mais kasi batosi ba yo au stade tardif asa ke et pas ya baninga so manganga batie makoma mingi na libumu ba pour ça comme na mutu wane komi tardivement parce que ko vima na biloko wana ya bo vima na cancer ya makila donc il faut batwa comme noki beaucoup biso tout ça bango na ndenge ta makasi na biso peut-être maladie yana ikosila ou to bongesa sango donc wangana ngo mbela ngo pesa na bato que batoyer ba que face makila pour na kutala malala kila batala ngo kana kata makila donc basa l'examen ya makila mo yeba oyo boy ali cancer oyo boy ali infection pas ba cancer. Voilà. Les comportements à risque augmentent chaque jour. La vigilance diminue, mais le nombre de nouvelles personnes touchées par le sida ne diminue pas au Congo. Dans cette guerre sanitaire contre la maladie, le dépistage est essentiel pour éviter la propagation et est vital pour que les personnes affectées soient prises en charge et bénéficient d'un traitement médical. Aujourd'hui, une personne sur 2 au Congo ne connaît pas son statut. Je suis séronégative. Je suis séropositif. Le gouvernement et de nombreuses associations mettent à disposition des centres de proximité avec du personnel soignant et des docteurs prêts à aider, renseigner, dépister, prévenir et accompagner gratuitement. Le dépistage est simple, anonyme, rapide, sans jugement. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée ce soir au cancer hématologique. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Merci, professeur, pour vos éclairages sur cette très grave pathologie. Pensée du jour. Les graines d'un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. Point de citation. Kofi Annan. Prenez bien soin de vous et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Mesdames, Messieurs, surtout restez chez vous. Bobi Mabandako Kilikilité. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou une solution hydroalcoolique. N'oubliez pas vos masques. Bobo, ce n'est pas masque, n'a bien noté. Respectons la distanciation sociale.
Merci. Nakanisto Yokani.